Je vous souhaite aujourd'hui tous la bienvenue à notre activité webinaire de ce midi, on pourrait dire, qui est intitulée Prévenir la discrimination et promouvoir la diversité en entreprise. Aujourd'hui, c'est une activité qui est proposée dans le cadre du programme Pratique RH et donc propulsée par la Fédération des chambres de commerce du Québec et bien sûr organisée en collaboration avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom, c'est Marika Allé-Péré. Je suis chef capital humain à la Fédération. Je regarde aujourd'hui la liste des personnes qui se sont inscrites. Il y en a quelques-uns qui sont issus, qui représentent en fait un peu tous les territoires du Québec. Bien sûr, il y a certains membres de chambres de commerce et chambres de commerce qui sont présents. Je prends le temps de vous saluer. J'aimerais ça aussi profiter de l'occasion de ce petit mot d'introduction pour vous informer que l'activité webinaire sera repartagée en mode de rediffusion sur la plateforme Pratique RH et sur nos réseaux sociaux. Il y aura un lien qui vous sera envoyé à la suite de l'activité dans les 48 prochaines heures pour que vous ayez accès à l'enregistrement de l'activité. J'aimerais aussi ajouter juste avant qu'on débute l'activité que vous êtes invités tout au long de l'activité à adresser vos questionnements et vos commentaires dans la section chat de l'application Zoom ou dans la section Q&A. Il y aura évidemment une période de questions prévue à la fin de l'activité. Donc, ce que je vous propose pour la prochaine heure, c'est de vous installer confortablement à votre bureau et d'en apprendre plus grâce à notre conférencière invitée sur vos obligations en ce qui concerne la diversité et surtout d'en apprendre davantage sur comment rendre votre organisation plus inclusive au processus de recrutement exempt de discrimination. Sur ça, je vais débuter maintenant en vous présentant rapidement, évidemment, notre conférencière invitée du jour, qui est Mme Myrlande Pierre, qui a été nommée, en fait, à titre de vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mme Pierre est responsable du mandat qui a été confié par la Commission de la Charte des droits de la liberté de la Charte des droits et libertés de la personne et de la surveillance de l'application de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi et des organismes publics. Alors, Mme Pierre est une experte reconnue à l'échelle nationale et internationale dans le domaine de l'immigration et de l'intégration socio-économique. Elle est plus particulièrement au niveau de l'intégration socio-économique des minorités racisées, les questions de racisme, de discrimination, les enjeux touchant les femmes, les minorités ethnoculturelles et racisées constituent vraiment la pierre angulaire de ses travaux. Sur cette présentation quand même assez sommaire de notre invitée, je lui laisse maintenant la parole pour qu'elle vous présente le contenu de l'activité d'aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite évidemment tous une très bonne activité. Donc, Madame Pierre, la parole est à vous. Je vais partager la présentation. D'accord. Alors, tout d'abord, merci à Madame Marika Allé-Péré pour cette introduction et j'aimerais prendre un instant pour remercier la Fédération des chambres de commerce du Québec par l'intermédiaire de M. Mourad Hachid de m'avoir cordialement invité à cet échange avec vous. Je souhaiterais que cette plateforme soit vraiment une plateforme d'échange pour avoir un dialogue, en fait, sur une question qui est fondamentale aujourd'hui. Et on sait que la place des organisations, des entreprises pour promouvoir l'inclusion et la diversité devient incontournable pour la société québécoise. Donc, vous avez un rôle important, un rôle prépondérant à jouer pour assurer une représentation effective et adéquate de la diversité sociétale. Alors voilà, donc c'est pour moi vraiment un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager ces éléments de réflexion et aussi partager tout le travail que fait la Commission. Donc, à mon point de vue, c'est un travail qui est très significatif dans la lutte aux discriminations. Et vous allez voir, la présentation se décline en plusieurs parties. Il va y avoir des capsules vidéo également. Et à la fin de la présentation, il y aura une période de questions qui sera animée par Marika. Alors, je vais débuter ma présentation. Donc, le titre, Prévenir la discrimination
et promouvoir la diversité et l'inclusion en entreprise. Alors, je vais commencer justement cette présentation en vous présentant une capsule que vous voyez qui va mettre la table pour ma présentation d'aujourd'hui. Alors, la vidéo sera diffusée dans quelques secondes. Alors, voilà, c'est une capsule qui dure quelques minutes, mais vous allez voir qui introduit vraiment ma présentation d'aujourd'hui. Pourquoi une campagne sur la discrimination à l'embauche? Parce qu'encore aujourd'hui, en 2019, il est important de rappeler à la population qu'il y a certaines questions qui sont interdites, donc on ne peut pas demander, qu'on ne peut pas poser. On aurait aimé ne pas avoir à faire une campagne comme ça parce qu'on aurait cru qu'aujourd'hui, la discrimination n'était plus dans les pratiques. Il y a des choses de base, que ça fait des années qu'on sensibilise les employeurs, les organisations à faire attention à leur processus. Mais force est de constater qu'il y a encore des enjeux. Tu viens d'où? Est-ce que tu as des enfants? Tu as quel âge? C'est toutes des questions qui peuvent paraître anodines. Ils peuvent, à première vue, avoir l'air complètement inoffensives. Mais on vient ramasser de l'information, puis on vient colliger une information qui peut, malgré nous, bien malgré nous, des fois influencer une décision, puis refuser un emploi à quelqu'un, donc pour un motif interdit. Donc, la meilleure pratique, finalement, c'est de ne pas poser la question parce qu'elle n'est pas liée à la compétence de la personne. Oui. L'impact social de la discrimination est à plusieurs égards. Bien sûr, il y a par rapport à l'individu qui subit cette discrimination-là, qui n'a pas les mêmes chances peut-être que d'autres. Ça prive l'organisation d'une belle diversité. Donc, quand nos processus ou nos façons de faire nous amènent à une certaine homogénéité dans notre recrutement, bien, on se prive d'opportunités de créer, de faire autrement, d'innover. Et aujourd'hui, bien, économiquement, toutes les organisations veulent se démarquer par l'innovation. Alors, pourquoi pas, au sein de nos rangs, s'assurer de la diversité? Alors, voilà, mais ça dit l'essentiel. Alors, donc, c'est vraiment une campagne qui a été réalisée par la direction de l'éducation de la commission, justement, pour sensibiliser les milieux à s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination dans les processus de recrutement. Et c'est aussi une façon, un outil pour s'assurer que les effectifs reflètent la diversité sociétale. Alors, vous avez entendu en fait Maître Philippe-André Tessier, qui est le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et Madame Manon Poirier, qui est la directrice générale à l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Donc, c'était vraiment une campagne qui s'est faite en partenariat entre la Commission et l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Alors, vous voyez, ça place un peu la table pour la suite de ma présentation. Alors, lorsque vous entendez parler de l'accès à l'égalité en emploi, donc nous sommes à la prochaine diapo, numéro 3. Donc, parler de l'accès à l'égalité en emploi, c'est en fait quels sont les principaux défis et les enjeux en vue de lutter contre la discrimination systémique et le domaine de l'emploi. Voilà. C'est mieux là pour la diapo. Il y avait une barre qui cachait une partie de la présentation. Alors, c'est déjà mieux. Quels sont les impératifs et les actions à préconiser afin que les organismes assujettis à la loi, dont les organisations, parce qu'il y a des organismes qui sont assujettis à la loi, il y a plus de 360 organismes qui sont assujettis à la loi, mais il y a aussi des organisations, des entreprises qui peuvent mettre en place un programme volontaire d'accès à l'égalité. Mais vous comprendrez que même un programme volontaire d'accès à l'égalité ou d'obligation contractuelle, et on verra un petit peu plus tard les 4 types de programmes d'accès à l'égalité, est quand même régi sous l'esprit de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. Alors, nous sommes au 20e anniversaire de la loi sur l'accès à l'égalité dans des organismes publics. Alors, les organismes, la loi présente 5 groupes visés pour justement assurer la représentation et l'inclusion dans les organisations. Il y a donc les femmes, qui est un groupe visé, il y a les minorités ethniques,
les groupes, les minorités visibles, ce qu'on appelle, nous, à la commission, les groupes racisés, les personnes handicapées, les personnes autochtones, ainsi que d'autres groupes qui peuvent aussi faire partie de cette diversité. Par exemple, les personnes LGBT, mais pour le moment, actuellement, la loi n'inclut pas les personnes LGBTQ, mais il y a un travail qui se fait à la commission pour justement regarder cette question. Donc, actuellement, la loi prévoit 5 groupes visés qui sont les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les personnes handicapées, les personnes autochtones et donc voilà, qui se heurtent à des obstacles systémiques dans le domaine de l'emploi, ce qui vient compromettre les principes fondamentaux du droit au travail. Au Québec, la discrimination en emploi est interdite par la Charte des droits et libertés de la personne et il existe une loi qui vise à assurer une meilleure représentation des personnes, de groupes qui sont victimes de discrimination sur le marché du travail. Donc, c'est la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. Alors, dans le contexte du 20e anniversaire de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, alors quels sont les principaux défis? Donc, c'est un peu aussi l'objet de cette présentation pour parler des défis et encore des difficultés et des obstacles quant à l'accès équitable en emploi pour certains groupes qui sont historiquement discriminés dans le domaine de l'emploi. Ensuite, je vais vous présenter maintenant la mission de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Alors, c'est un organisme indépendant créé en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, donc selon l'article 57, mise sur pied en 1976. Donc, la Commission a vu le jour en 1976. Donc, sa mission, c'est de veiller au respect des principes énoncés dans la Charte, veiller à la protection de l'intérêt de l'enfant et des droits reconnus par la LPJ, mais également veiller à l'application de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Je crois qu'il y a un petit problème avec la présentation PowerPoint. Voilà, c'est bien, parfait. Alors, la responsabilité, en fait, les mandats qui sont liés au pouvoir que confère la Charte à la Commission, c'est d'enquêter, d'entreprendre aussi des médiations et donc des représentations judiciaires. Il y a également un volet qui touche la recherche, des avis, des publications, des analyses de conformité des dispositions des lois du Québec. Par exemple, la Commission est sur une base continue invitée par l'Assemblée nationale dans le cadre de commissions parlementaires pour donner son avis, son point de vue et faire des recommandations au gouvernement sur tout projet de loi, alors qui pourrait avoir une implication sur les droits de la personne. Il y a un volet également éducation, de coopération, donc un service de l'information. On accompagne les organisations, on donne de la formation. Vous comprendrez que la commission est très interpellée sur les questions de racisme, par exemple, de discrimination dans tous les domaines, le profilage racial. Donc, la commission vraiment est un interlocuteur je dirais, clé sur ces enjeux. Vous comprendrez que toutes les questions de discrimination, que ce soit discrimination fondée sur un des 14 motifs, le sexe est un motif interdit de discrimination, comme la race, comme le handicap, les questions de genre et d'identité de genre. Alors, la commission accompagne aussi des organisations pour des formations. Donc, nous sommes très sollicités sur les formations auprès de différentes organisations, que ce soit dans le domaine public que des organismes privés. Alors, il y a un soutien aussi à l'élaboration et à l'implantation de programmes d'accès à l'égalité. Donc, non seulement nous avons le mandat d'assurer l'application de la loi sur l'accès à l'égalité, donc qui est une obligation légale pour les organismes qui sont assujettis à la loi, mais nous offrons aussi de l'accompagnement pour s'assurer d'une implantation, d'une mise en œuvre optimale des programmes d'accès à l'égalité en emploi.
passer au prochain. Alors, voilà, nous avons ici, pour vous présenter en fait en image le rôle de la commission, son mandat. Nous allons diffuser 3 vidéos, 3 capsules très courtes, mais ça va vraiment vous donner une bonne idée de ce que fait la commission et des pouvoirs que lui confère la Charte des droits et libertés de la personne. Et nous allons voir, bien entendu, les mythes, parce que vous comprendrez, dans notre mandat d'éducation, on veut aussi amener la population à avoir une meilleure compréhension des différents mandats de la Commission des droits de la personne. Et donc, voilà, cette campagne-là a été aussi réalisée par la direction de l'éducation de la Commission des droits de la personne. Alors, voilà, on peut lancer les capsules. Merci. Oh, pardon, il n'y a pas de son. Voilà, ça va aller mieux. C'est faux. Les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi permettent aux entreprises d'embaucher une main-d'œuvre qualifiée et représentative de la société. On avait la deuxième. Oui, un troisième mythe qui revient souvent par rapport à la commission. C'est faux. La commission peut recevoir des plaintes uniquement dans les cas de discrimination, harcèlement sexuel ou discriminatoire ou des cas d'exploitation de personnes âgées ou handicapées. Je fais jouer tout de suite la... Oui, oui, tout à fait. C'est faux. La commission m'a défendue quand j'étais discriminée par un employeur à cause de ma grossesse. Alors, voilà, merci. Alors, ça vous donne vraiment une idée sur le rôle, les mandats de la commission. Donc, j'ai retenu les thématiques plus... qui sont plus arrimées à la thématique d'aujourd'hui, mais vous avez la possibilité aussi de regarder toute cette capsule qui aborde différentes thématiques. Alors, voilà, j'espère que ça vous donne un peu une meilleure idée des mandats de la commission, mais aussi de défaire certains mythes qui courent autour de la commission. Et ça, c'est dans une perspective de mieux faire comprendre le mandat, le rôle de la commission et pour que la commission soit plus accessible aussi aux citoyens et aux citoyennes. Ensuite, les services à la Commission des droits de la personne. Donc, comme je le mentionnais un peu plus tôt, nous offrons de la formation et des activités d'éducation et de coopération. Nous traitons bien entendu des plaintes en enquête, vous l'avez vu dans la capsule, qui porte sur les différents motifs de discrimination prévus à la charte et également la représentation judiciaire, parce que lorsque la commission fait enquête et qu'il y a suffisance de preuves, nous amenons les dossiers de plainte au tribunal des droits de la personne. Alors voilà, nous faisons également des recommandations au gouvernement, nous entreprenons des recherches, que ce soit sur le profilage racial, les questions de racisme, les questions d'égalité entre les sexes, donc plusieurs sujets de recherche sur les actes haineux qui constituent vraiment nous avons rendu public une vaste étude sur les actes haineux. Vous comprendrez qu'il y a une question de droit de la personne lorsqu'on parle d'actes haineux et également les services conseils en matière d'accommodement raisonnable et également nous avons un rôle conseil et accompagnons également dans la mise en place des programmes d'accès à l'égalité. Donc voilà, la recherche est quelque part une direction
direction qui alimente la direction, qui entreprend des recherches à la fois socio-juridiques pour justement baliser les postures de la commission sur des différents enjeux de société. Alors, le droit à l'égalité, donc selon l'article 10 de la Charte. Alors, pour qu'il y ait discrimination au sens de l'article 10 de la Charte, 3 éléments doivent être réunis. Donc, une distinction, une exclusion ou une préférence fondée sur l'un des 14 motifs prévus. En matière de discrimination, par exemple, ethno-raciale, on parlera plus particulièrement des motifs race, couleur, origine ethnique ou nationale. Et qui a pour effet de compromettre le droit à la pleine égalité dans la connaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne protégée par la Charte, par exemple un droit fondamental. Notons que l'atteinte au droit à l'égalité et l'interdiction de discrimination permet d'entreprendre un recours à la Commission qui, comme on l'a indiqué à l'instant et qui a été également présenté dans l'une des capsules, dispose d'un mandat d'enquête. Alors, nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise sur pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d'une personne, ainsi que dans l'établissement de catégories ou de classification d'emploi. Donc, vous voyez, ça s'applique vraiment sur tout le continuum d'un processus, non seulement lorsque la personne est en emploi ou veut accéder à un emploi, que ce soit dans une entreprise ou dans un organisme public. Alors, pour prouver la discrimination en emploi, il faut associer l'article 10 à l'article 16 de la Charte. Je vais passer aux prochaines diapos. Alors, historique des programmes d'accès à l'égalité, vous allez voir que je vais insister sur les programmes d'accès à l'égalité parce que les programmes d'accès à l'égalité, c'est vraiment un outil efficace lorsqu'il est mis en œuvre pour justement corriger les discriminations dans le domaine de l'emploi et assurer une meilleure représentation sociale et faire en sorte que les effectifs soient représentatifs de la diversité de la société en ayant donc des employés avec des parcours différents, mais aussi avec des bagages différents, d'origines diverses, mais aussi des employés, par exemple, qui se trouvent en situation de handicap. Alors voilà, donc les programmes d'accès à l'égalité permet justement de favoriser cette meilleure représentation et lutter contre les discriminations et les obstacles auxquels font face les groupes qui sont historiquement discriminés dans le domaine de l'emploi. Alors, en 1976, la Charte des droits et libertés de la personne a vu le jour. En 82, par exemple, la Charte canadienne des droits et libertés et l'article 15. En 1982, c'est un historique très rapide que je vous présente pour comprendre un peu comment les programmes d'accès à l'égalité ont été mis en œuvre au Québec. En 1984, il y a eu le rapport Abela. En 1985, entrée en vigueur de la partie 3 de la Charte. En 1986, il y a eu le règlement sur les programmes d'accès à l'égalité. En 1996, la loi sur l'équité en matière d'emploi au fédéral, parce qu'il y a une distinction à faire entre le fédéral et le provincial. Au fédéral, on parlera de la loi sur l'équité en matière d'emploi, alors qu'au Québec, on parle de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. Alors voilà, donc en 2001, la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes a vu le jour. Donc, nous sommes à célébrer en fait le 21e anniversaire de cette loi. Et la Commission rend public tous les 3 ans un rapport trimestriel, justement pour rendre compte des progrès, mais aussi identifier les obstacles encore auxquels sont confrontés les groupes, les organismes qui sont assujettis à la loi. Donc, le rapport trimestriel a été rendu public en 2020 et nous avons également des rapports annuels
Et c'est vraiment la commission qui a décidé également de rendre public un rapport annuel par rapport aux différents groupes visés, ce qui nous permet de mieux identifier et de mieux comprendre les obstacles auxquels font face les différents groupes, que ce soit les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les personnes autochtones et également les personnes handicapées. Alors, mais le rapport triennal vraiment présente comment les organismes ont mis en œuvre ou pas, parce que le rapport triennal nous permet aussi de faire des recommandations très fortes pour inviter et inciter les organismes qui sont assujettis à la loi à mettre en œuvre le programme d'accès à l'égalité, mais de manière optimale pour rencontrer des cibles et des objectifs qui ont été définis par la Commission. Alors, le but de ces programmes, la prochaine diapo, on peut voir que c'est vraiment pour corriger les effets de la discrimination passée et actuelle, mais également assurer une représentation équitable des groupes historiquement victimes de discrimination en emploi. Alors, il est impératif de s'attaquer à la discrimination, au racisme, aux obstacles pour parvenir à la diversité et à l'inclusion dans les organisations et les entreprises. Je vais insister sur cet élément parce que souvent, vraiment, les organisations vont parler tout simplement de l'inclusion, l'importance de l'inclusion, l'importance de la diversité. Et je partage cela. C'est vraiment des objectifs à atteindre. Mais pour pouvoir atteindre réellement les objectifs de diversité et d'inclusion, il faut s'attaquer aux discriminations, aux obstacles qui freinent justement une meilleure représentation de la diversité et également de l'inclusion. Donc, s'attaquer aux discriminations actuelles et historiques en appliquant le programme d'accès à l'égalité de manière optimale, mais favorise l'atteinte de cette diversité et de l'inclusion. On ne peut occulter la question de la discrimination et la lutte également au racisme qui constituent des obstacles majeurs dans le domaine de l'emploi, par exemple. Et comme vous le savez, l'emploi, c'est un levier d'intégration, un levier de participation pour les personnes. Alors, s'il y a obstacle à l'accès à l'emploi, mais également, on constate que les obstacles ne sont pas seulement à l'accès à l'emploi, mais aussi lorsque les personnes historiquement discriminées sont en emploi. Par exemple, pour la mobilité ascendante au sein des organisations. Et le dernier rapport triennal a mis en évidence, par exemple, tant pour les femmes, pour les minorités visibles, les personnes autochtones, les personnes handicapées, il y a un plafond de verre. Plus on monte dans la hiérarchie des organisations, on se rend compte que cela devient homogène. Donc, il y a un déficit de représentation de la diversité dans les corps décisionnels, tant des organismes qui sont assujettis à la loi, mais également dans les entreprises privées. Donc, il faut non seulement s'attaquer aux problèmes d'accès en emploi, mais également s'assurer que lorsque les personnes sont en emploi, qu'elles puissent avoir un accès équitable, par exemple, aux postes décisionnels. C'est un problème encore pour les femmes et également pour les minorités racisées, les minorités visibles, et encore de manière beaucoup plus exacerbée pour les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap. Donc, il faut, le programme d'accès à l'égalité aussi, ce qu'il faut savoir, ne vise pas seulement la question de l'emploi, de l'accès à l'emploi, mais s'assurer aussi des promotions, que les promotions soient équitables pour tous et s'assurer que les corps décisionnels puissent représenter la diversité de la société. Et comme le disait un peu plus tôt dans la capsule, c'est de favoriser finalement une contribution de tous les talents. Parce que ne pas donner un accès égal, tant pour l'accès en emploi que dans les postes de décision, c'est que les organisations se privent d'un capital humain et de talent. Alors, plus les organisations, d'ailleurs les études le démontrent, sont diversifiées, plus ces organisations sont performantes. Alors, très rapidement, l'accès à l'égalité. Vous voyez ici, nous avons donc comme groupe visé, ce sont les femmes.
minorités ethniques, minorités visibles, personnes autochtones et personnes handicapées. La loi, donc, a pour objet de contrer la discrimination systémique à l'embauche et en emploi, les programmes d'accès à l'égalité que certains organismes publics doivent mettre en œuvre. Donc, il y a une obligation légale pour les organismes qui sont assujettis à la loi. Alors, contrer les situations d'inégalité et de discrimination, donc c'est en somme l'objectif global des programmes d'accès à l'égalité, donc c'est de contrer les effets des situations d'inégalité et de discrimination systémique. Puis je rajouterai également que certains groupes comme les femmes, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les autochtones et certaines les minorités racisées et ethniques, et voilà. Alors, pour combattre cette discrimination, il faut tenir compte de la discrimination passée et corriger ses effets. Je dirais également, d'une manière quasi unanime, les spécialistes de ces questions, donc les experts de ces questions, considèrent que l'approche du cas par cas, bien qu'absolument nécessaire, et celle consistant uniquement à des mesures incitatives ou basées sur la bonne volonté, sont tout à fait insuffisantes pour aborder sérieusement les situations généralisées d'inégalité qui prennent leur source dans des systèmes historiquement discriminatoires. Donc, la Commission va miser beaucoup sur la dimension systémique des mesures à mettre en place, justement pour pérenniser les actions d'une organisation ou d'un organisme public. Par exemple, en mettant en place des politiques internes. C'est une manière de pérenniser de manière durable les actions pour lutter contre les discriminations dans le domaine de l'emploi. Donc, le caractère systémique aux yeux de la Commission est incontournable, justement pour éviter que cela ne repose seulement sur une volonté individuelle des personnes qui sont en place. Comme vous le savez, les personnes passent, mais les organisations restent. Alors, plus nous avons des mesures systémiques, des mesures structurantes, ben, on favorise justement la pérennisation des mesures et atteindre des résultats à court, moyen et à long terme. Alors, c'est une façon, si les organisations veulent travailler sérieusement à l'inclusion et à la diversité, ben, c'est de pérenniser ces actions par des mesures structurantes et des politiques publiques internes. Alors, la prochaine diapo, une approche pour contrer les effets des situations d'inégalité et de discrimination systémique. Donc, un rappel, à l'instar des principaux textes internationaux et nationaux sur les droits de la personne, la Charte québécoise proclame dès son préambule que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi. Donc, elle protège en outre le droit à l'égalité et interdit toute forme de discrimination, encore selon l'article 10 de la Charte. Et toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race qui est un construit sociologique, mais qui reste encore un marqueur dans nos sociétés, et également la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, vous l'avez vu dans la capsule, il peut y avoir des discriminations fondées également sur la grossesse, mais également l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Donc, vous voyez ici, je viens de dénoncer les 14 motifs de discrimination interdits par la Charte. Alors, il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Alors, prochaine diapo. Donc, la diapo 13. Alors, les principaux facteurs de discrimination systémique peuvent être d'ordre organisationnel, politique et pratique. Et lorsqu'on parle organisationnel, c'est qu'on parle des règles qui sont en place,
les exigences, par exemple, que l'on définit pour un emploi, les critères ou pratiques d'emploi qui sont en apparence neutres, parce que souvent, hein, on prend pour acquis, bien, si on a mis en place certains critères en apparence neutre, appliqués de façon uniforme, mais peuvent avoir des effets préjudiciables, spécifiques à l'endroit d'un groupe visé. Alors, il y a quand même encore des lacunes relatives aux différents processus de gestion des ressources humaines, et ça, il faut s'y attaquer de manière vraiment structurante pour corriger ces effets discriminatoires sur certaines populations. Et bien entendu, outre les mesures organisationnelles et plus systémiques, il y a aussi, bien entendu, les individus, les attitudes, par exemple la persistance, la cristallisation de certains préjugés, de stéréotypes négatifs à l'égard de plusieurs groupes visés, ce qu'on appelle aussi les biais inconscients, qui peuvent, de manière tout à fait inconsciente, intervenir dans une décision. Et ça, il faut s'y attaquer. Il y a des formations pour cela. Et toute personne peut avoir des biais. Les biais se construisent à partir de l'éducation, de notre environnement, de certains préjugés finalement que l'on n'a jamais remis en question, que l'on n'a pas déconstruit, mais qu'on prend pour acquis. Mais ces biais peuvent intervenir dans des décisions, par exemple dans l'embauche, et priver une personne d'accéder à un emploi malgré la compétence de la personne. Alors, voilà, ce sont des situations qu'il nous faut prendre conscience. Et pour s'y attaquer, c'est par la formation, c'est par la conscientisation, c'est par des prises en compte. Et cela passe, à mon avis, par des formations. Parce que souvent, ces biais cognitifs ou ces biais implicites ou inconscients, par exemple, ce sont des préjugés, des stéréotypes qui influencent nos évaluations et nos décisions, parfois de manière tout à fait inconsciente. Ils font partie intégrante à des degrés divers de la culture de tout individu. En prenant conscience de cela, donc on peut espérer limiter l'impact. Et comme la discrimination n'est pas motivée par un acte conscient, parfois, il n'est pas motivé par un acte conscient, il est plus difficile de le déceler. Alors, c'est pourquoi il faut se pencher sur les conséquences et les résultats d'un système d'emploi. C'est pourquoi on parle d'effets défavorables comme indicateur d'obstacles potentiellement discriminatoires. Alors, il y a également des notions de subjectivité dans le processus de sélection. Il faut en être conscient. L'occultation, comme le dit Marie-Thérèse Chichard, que vous connaissez peut-être, qui est une experte internationale reconnue, et cette subjectivité pourrait être un indicateur de ce que l'on appelle le racisme ou le sexisme moderne, qui consiste à camoufler subtilement derrière des exigences d'embauche apparemment objectives, des motivations empreintes de préjugés. Et là, je cite Marie-Thérèse Chichard, qui est une sommité sur ces questions et qui d'ailleurs collabore régulièrement, sur une base régulière avec la Commission. Et si on parle des obstacles qui sont de l'ordre organisationnel, il faut aussi penser les cultures organisationnelles, qui est un ensemble de schèmes, soit de comportement, mais aussi social, informel, par exemple, la communication, prise de décision, les relations interpersonnelles. Ceci sous-tend les valeurs et les normes, parfois qui sont des normes dominantes, mais également avec les biais. Il faut vraiment s'attaquer à ce qui est de l'ordre des préjugés, des stéréotypes, parfois inconscients, qui agissent par les biais implicites. Et il faut aussi distinguer, à mon avis, lorsqu'on parle de ces approches-là, toute la question de gestion de la diversité, l'inclusion, qui sont des éléments fondamentaux, nous entendons, mais il faut aussi, lorsqu'on pense la diversité, il faut aussi s'attaquer aux questions de discrimination. À mon avis, ce sont des approches complémentaires. La diversité, l'inclusion
doit être accompagné de mesures de lutte contre la discrimination et aussi les questions de racisme. Et discrimination peut être fondée sur les motifs, sexe, race, comme je le mentionnais, donc si on appartient à un groupe racisé, mais aussi les questions de handicap, identité de genre. Donc, il faut vraiment prendre ça dans sa globalité et dans toute sa complexité pour pouvoir s'attaquer à ces problèmes et parvenir à cet idéal social que nous partageons, soit l'inclusion et la diversité dans nos entreprises et nos organisations. Alors, comment appliquer un programme d'accès à l'égalité? Donc, nous sommes à la diapo suivante. Donc, il faut déceler et supprimer, par exemple, les politiques et les pratiques susceptibles d'entraîner de la discrimination au niveau de la gestion des ressources humaines. La loi, donc, a pour objectif de contrer la discrimination systémique à l'embauche et en emploi, et les programmes d'accès à l'égalité que certains organismes ou organisations, par les programmes volontaires, peuvent mettre en place, constituent un levier important. Donc, il existe 4 programmes d'accès à l'égalité. Donc, il y a les programmes d'accès à l'égalité en emploi pour des organismes qui sont assujettis à la loi, qui, comme je le mentionnais, ont une obligation légale de mettre en œuvre le programme. Il y a également le programme d'obligation contractuelle pour les entreprises privées. Et pour les entreprises, par exemple, qui comptent plus de 100 employés, doivent mettre en place un programme d'obligation contractuelle si elles soumissionnent pour un contrat de biens, de services d'une valeur de 100 000 $ et plus, ou obtiennent une subvention de 100 000 et plus du gouvernement. La mise en place d'un PAE peut être volontaire, comme je le mentionnais, donc il existe des programmes volontaires. Et pour implanter un programme au sein de votre organisation ou entreprise, je vous invite à contacter la commission. Puis d'ailleurs, on veut faire augmenter, on a un objectif, on a une orientation de la présidence et en travaillant avec la direction de l'accès à l'égalité, d'augmenter le nombre d'organisations, donc d'entreprises privées qui souhaitent, disons, mettre en place un programme d'accès à l'égalité volontaire. Donc, on peut accompagner ces entreprises dans la mise en place, dans la conception même de leur programme, mais aussi de l'implantation de ce programme. Donc, la commission offre ce type de service. Alors, n'hésitez pas à nous contacter à cette fin. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la discrimination? Depuis le début, je parle de discrimination, mais qu'est-ce que c'est que la discrimination? Donc, c'est vraiment une distinction, une exclusion ou une préférence fondée sur un des motifs interdits par la Charte qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés, et également non justifiée par des exigences raisonnables requises pour un emploi. Et les organisations participent à leur niveau à ces phénomènes par le biais des règles et des pratiques d'emploi. Par exemple, à compétences équivalentes, les membres des groupes visés peuvent avoir des chances d'emploi, des chances égalitaires pour accéder à des emplois, mais on constate aussi que les obstacles nous indiquent que les chances d'emploi sont inégales pour différents groupes, pour différentes populations que j'ai énumérées un peu plus tôt. Également des revenus moins élevés. On voit que les minorités racisées, ça toutes les études le démontrent, il y a des revenus moins élevés pour, par exemple, les personnes des communautés noires, malgré le fait, souvent, ils ont des diplômes équivalents et parfois supérieurs à la moyenne québécoise et canadienne. Des perspectives d'avancement limitées. On se rend compte qu'il y a des obstacles, le plafond de verre existe pour les groupes historiquement discriminés en emploi. Et ce, dans toutes les organisations. Il y a une limitation pour les femmes d'accéder à des emplois supérieurs, c'est-à-dire dans les postes de gestion, les postes de direction, et c'est encore de manière plus exacerbée pour les minorités racisées, les personnes autochtones et les personnes handicapées. Et la commission applique
ce qu'on appelle, on peut passer ici la discrimination systémique pour aller à ce que le racisme comme phénomène social, parce que parler de discrimination, et lorsqu'on parle plus spécifiquement de discrimination raciale, mais ça interpelle la question du racisme, le phénomène comme phénomène social. Alors, le racisme, c'est vraiment un phénomène qui découle de notre passé colonial et aussi du passé esclavagiste, mais on se rend compte que les effets contemporains du racisme sont encore d'actualité. Aujourd'hui, le racisme existe et persiste dans une certaine mesure dans toutes les sociétés, tous les pays et toutes les régions du monde. C'est un héritage continu, donc une séquelle du colonialisme et de l'esclavage dont les faits rémanent des inéquités, des injustices historiques et qui se font encore sentir aujourd'hui. Donc, moi, ce que j'appelle finalement les effets contemporains de ces phénomènes existent encore dans nos sociétés. Dans beaucoup de pays, des pratiques discriminatoires ont été intégrées de façon tout à fait routinière aux différents processus bureaucratiques et ont ainsi été incorporées à la structure même de fonctionnement des différentes institutions. Et ce caractère systémique et structurel permet alors au racisme de continuer à opérer dans différents domaines, hein, que ce soit dans le domaine de l'emploi, mais également dans le domaine de la sécurité publique, dans le domaine de l'éducation et d'autres domaines. Donc, c'est vraiment... et parler de racisme implique également que l'on parle des rapports de pouvoir inégalitaires et des rapports de domination inégalitaires qui sont persistants encore dans nos sociétés. Et les institutions, les organisations, les entreprises sont encore traversées par ces rapports de pouvoir inégalitaires. Donc, lorsqu'on parle de racisme, il faut comprendre que c'est encore des questions de rapports de pouvoir qui sont inégalitaires. Donc, c'est au cœur de la question du racisme, ces questions de rapports inégalitaires. Et l'intersectionnalité maintenant des motifs, à la diapo 19, qu'est-ce qu'on entend par l'intersectionnalité des motifs de discrimination? En fait, c'est vraiment une approche qu'on appelle intersectionnelle que la Commission applique dans ses études, mais aussi même dans les plaintes que nous recevons. Alors, la Commission insiste sur l'importance d'adopter une approche intersectionnelle de la discrimination. Une telle approche permet de prendre en compte les diverses interactions que peuvent avoir différents facteurs de discrimination dans une même situation. En fait, l'approche intersectionnelle de la discrimination consiste à considérer la complexité, la complexe articulation des identités et des inégalités multiples. Alors, pour vous résumer ce qu'est l'intersectionnalité, c'est par exemple mettre une personne qui est une femme, mais aussi cette femme qui est issue d'une minorité visible ou racisée, mais il peut y avoir des interactions. Donc, une discrimination qui est à la fois fondée sur le sexe, parce qu'elle est femme, mais aussi parce qu'elle appartient à une minorité racisée ou une minorité visible. Et on peut superposer un autre motif de discrimination, par exemple, le handicap. Donc, ça vient complexifier mais également exacerber la situation de discrimination pour cette personne. Donc, l'intersectionnalité nous permet de comprendre et de mieux appréhender les différentes formes de discrimination que peut subir une personne ou un groupe de par son identité, c'est-à-dire à son rattachement à un groupe ou à un motif de discrimination interdit par la Charte des droits et libertés. Et rappelez-vous, lorsqu'on parle de motifs de discrimination, donc sexe, race, origine ethnique ou nationale, le handicap, identité de genre, expression de genre, donc ce sont tous des motifs de discrimination interdits par la Charte des droits et libertés. Alors, donc parlons maintenant des pistes
Alors, quelles sont les conditions de succès d'une démarche d'accès à l'égalité? Alors, quelques pistes. Donc, ça prend, et ça, c'est incontournable. Moi, je le pense personnellement comme sociologue et pour avoir vraiment longtemps, je me suis penchée sur ces questions de toute la diversité, puis de lutter contre les discriminations dans le domaine de l'emploi, l'engagement et le leadership de la haute direction. C'est un incontournable. Il faut qu'il y ait cet engagement et le leadership de la haute direction pour changer les cultures organisationnelles et mettre en place des mesures structurantes. Responsabilité partagée, sensibilisation et formation. Donc, tout ça font partie des solutions. Consultation et communication, contrôle et suivi régulier des mesures qui sont mises en place et assurer qu'il y ait des ressources adéquates pour s'assurer, par exemple, d'une mise en œuvre optimale d'une mesure donnée. Alors, voilà, je vous dirais que les avantages d'avoir un programme d'accès à l'égalité, par exemple, c'est une image aussi corporative, éthique et inclusive. Ça lance le message, c'est un message social que l'on lance hein, lorsqu'on implante un programme d'accès à l'égalité, mais c'est qu'on manifeste la volonté vraiment de lutter contre les différentes formes de discrimination pour assurer l'inclusion et la diversité. Également, ça peut attirer de nouvelles clientèles. Ça peut prévenir les plaintes également, les plaintes en discrimination. À la commission, nous recevons régulièrement des plaintes, soit des entreprises privées pour qui une personne qui est en poste vit une situation de discrimination fondée sur l'un des motifs. Ce sont des types de plaintes que nous recevons à la commission. Mais donc, implanter un programme d'accès à l'égalité et le mettre en œuvre de manière optimale et assurer le suivi, bien, peut prévenir les plaintes. Et aussi un processus RH, donc assaini, donc des processus là, qui peuvent être discriminatoires. Le programme d'accès à l'égalité contribue justement à assainir un processus des ressources humaines plus équitable et assurer, bien entendu, un personnel représentatif de la population et de la clientèle et participer à la mission sociale visant l'inclusion. Et ça permet également, lorsqu'on a un programme, tu sais, souvent dans les organisations, il y a un discours normatif ou un discours politique qui tend vers l'inclusion et la diversité. Mais il y a quand même souvent des angles morts à ces discours-là. Si nous ne prenons pas en compte qu'il existe des discriminations et il faut s'y attaquer par des mesures structurantes, bien, ce beau discours peut rester vain. Alors que si on exerce un leadership et l'organisation ou l'entreprise s'engage à éliminer les obstacles à l'emploi, mais également dans la promotion, bien, les programmes d'accès à l'égalité peuvent constituer vraiment un levier lorsqu'on le met en œuvre de manière optimale et en assurer le suivi et l'évaluation de manière continue. Donc, encore une fois, engagement et leadership de la haute gestion. Donc, je suis à la diapo 20 afin de corriger la sous-représentation, notamment dans les postes de gestion et de direction, la mise en place d'objectifs clairs de représentation et des moyens proactifs et musclés doivent être déployés afin d'atteindre des résultats organisationnels dans des délais raisonnables, puisqu'un rattrapage, dans certains cas, pour plusieurs organisations, doit être fait. Également, ça permet aussi, ça contribue à la rétention. Donc, développer un outil de compilation des raisons, par exemple, des motifs de départ de l'employé et s'assurer de l'évaluation. Il faut bien comprendre, tu sais, parfois les employés quittent parce que des fois, les employés vivent des situations de discrimination ou autre. Alors, donc, c'est important, par exemple, d'avoir, pour assurer la rétention, mais de bien comprendre quels sont les motifs de départ. Et ça permet de mieux cibler les mesures à mettre en place et rendre ce mécanisme formel et avec une approche systémique dans les pratiques des ressources humaines, faire donc une compilation et analyser et
rendre compte annuellement. Donc, la reddition de compte est aussi un aspect important dans l'application des programmes d'accès à l'égalité. Parce que lorsqu'on met un programme d'accès à l'égalité en emploi, il faut rendre compte. Donc, le principe de reddition de compte est un élément important. Alors, voilà, il y a une vidéo, en fait, 3 vidéos qui vont vous présenter, en fait, comment les programmes d'accès à l'égalité en emploi constituent un levier important. Donc, il existe aussi d'autres moyens. Donc, nous allons voir d'autres moyens que les entreprises ont mis en place au cours des dernières années. Et la Commission a tenu à souligner justement l'initiative et le leadership de ces entreprises et ces organisations par le prix Droits et Libertés que nous décernons à chaque année. Alors, en 2020, voici les entreprises, les lauréats qui ont reçu justement une reconnaissance formelle de la Commission par rapport au leadership qu'ils ont exercé pour l'inclusion et la diversité. Valérie Villeneuve et je suis technicienne acquisition chez Énergir. Catherine Lippé de chez Énergir, je suis chef de pratique acquisition des talents, diversité et inclusion. Je travaille avec d'autres femmes. Je dirais que de plus en plus de femmes chez Énergir. C'est un changement de culture d'entreprise. Ça va de la haute direction aux gestionnaires, aux équipes sur le terrain. C'est le syndicat, les ressources humaines. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Je pense que c'est ça qui a expliqué le succès puis l'atteinte de nos résultats. On est soutenu tout au long de notre processus, que ce soit au niveau de l'embauche qu'au niveau de la formation. Les gens qu'on engage, on les forme après pendant 18 mois. Le fait de côtoyer d'autres femmes dans un métier non traditionnel, c'est plaisant. Je me sens à ma place. On a un excellent taux de rétention de nos femmes. Notre doyenne a 32 ans de service. Quand elle a été engagée, il y avait une femme sur 132 hommes. Je pense que j'ai des belles années encore devant moi. Il y a un comité de la condition féminine qui se rencontre plusieurs fois par année pour écouter la réalité des femmes. Je pense que c'est les meilleures personnes pour nous dire ce qu'elles ont besoin. On est considéré en tant qu'employé, on a le droit de parole, puis on est respecté à tous les niveaux. On a beaucoup travaillé au niveau de l'ergonomie des outils de travail pour faciliter l'intégration des femmes. Faire des effets leviers avec certains outils, j'ai pas besoin d'avoir une force grandiose pour pouvoir l'effectuer. Être finaliste au prix des droits des libertés, pour nous, c'est une grande fierté parce que c'est un dossier sur lequel on a mis vraiment beaucoup d'énergie. J'espère pour l'avenir qu'Énergir va continuer dans le sens de l'égalité et de la diversité en emploi. Là, on a une volonté d'aller un petit peu plus loin comme organisation, puis on a mis en place un plan d'action pour justement élargir notre portée à l'ensemble des diversités. Je vois le temps passer. Il est déjà 12h05. Je sais qu'on a commencé quelques temps en retard à cause de quelques enjeux techniques, mais je passerai peut-être, je finirai une petite conclusion pour passer directement à la période de questions. On en a plusieurs qui ont été adressées dans la section Q&A et chat, donc je vous laisserai peut-être conclure là, suite à cette capsule-là en premier. D'accord. Alors, bon, vous êtes invités à regarder les capsules et puis vous allez voir, il y a des entreprises là, qui ont vraiment innové, qui ont été très créatifs, des entreprises là, qui ont été très créatives pour assurer justement l'inclusion et la diversité, outre les programmes d'accès à l'égalité, qui est une mesure que j'encourage beaucoup, mais peut être en complémentarité. Ces organisations, ces entreprises peuvent mettre des différentes initiatives également pour renforcer justement l'atteinte des objectifs en matière d'égalité, de diversité et d'inclusion. Et puis, vous avez quelques exemples des lauréats qui ont reçu une reconnaissance officielle de la Commission des droits de la personne. Alors, sans plus tarder, je vous dirais peut-être de juste une des conclusions que j'ai émises lors auprès des lauréats
l'année dernière, c'est qu'on est vraiment heureux de constater des résultats concrets et le leadership exercé par des organisations et des entreprises et les mesures mises en place par les lauréats démontrent qu'atteindre l'égalité en emploi et représenter la diversité dans nos milieux de travail est à notre portée. Donc, c'est à votre portée. Et donc, la vie des personnes visées, que ce soit en termes d'intégration, d'inclusion et de promotion au sein de ces organismes et entreprises. Alors, nous espérons que d'autres employeurs vont emboîter le pas. Alors, c'est ce que je disais l'année dernière dans le cadre d'un communiqué. Alors, voilà, je vous remercie. J'espère que ces éléments vont contribuer à atteindre des objectifs et aussi cet idéal social. Hein. Il y a un idéal social derrière ça qui est l'égalité dans le domaine de l'emploi, mais dans tous les secteurs d'activité. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Myrlande, Pierre. Honnêtement, c'était une présentation super pertinente. Votre expertise est très, très bien ressortie à travers tous les conseils, les pratiques, les sujets qu'on a abordés ce matin. Je vais y aller directement avec les questions parce qu'honnêtement, il y en a quand même plusieurs et certaines sont plus élaborées que d'autres. Donc, rapidement, une première question. Est-ce que c'est discriminatoire de demander le statut d'immigration et de visa à un candidat dans le processus de recrutement, évidemment? D'accord. Bien, écoutez, comme est-ce que c'est lié à l'emploi? Bien là, on comprendra que la question liée au statut d'immigration, c'est un élément à prendre en compte, mais est-ce qu'on doit poser cette question? Parce que dans le cadre d'une entrevue. Donc, il faut se poser la question, et est-ce que c'est en lien avec l'emploi? Si c'est pour justement accueillir, par exemple, un immigrant à statut temporaire, bien là, la question a déjà été réglée, à mon avis, préalablement. Alors, est-ce que dans le cadre d'une entrevue proprement dite, moi, je pense que c'est une question qui ne devrait pas être posée en entrevue. Parce que c'est une question à regarder préalablement, dépendamment du statut. Hein. Donc, c'est une question un petit peu complexe, celle-là, mais c'est toujours s'assurer que lorsqu'on pose une question à un candidat ou une candidate, que ce soit en lien avec l'emploi. Autrement, ça devient discriminatoire. Parfait. On a une question de M. David Lessard-Gauvin qui nous pose la question en lien, en fait, avec des tests psychométriques. Donc, juste pour mettre en contexte, je vais lire sa question au complet. Les tests psychométriques sont de plus en plus utilisés dans les processus d'embauche. Donc, la question porte sur ces tests de personnalité-là. Est-ce que les tests peuvent toucher à certains aspects de la gestion de l'anxiété? En fait, les tests touchent à certains aspects de la gestion de l'anxiété, de l'humeur. Ils ne tiennent pas nécessairement toujours compte des mesures d'accommodement qui pourraient être accordées si la personne était embauchée. Les tests, est-ce qu'ils peuvent devenir discriminatoires envers les personnes handicapées, les personnes en situation de handicap, en lien avec l'emploi, en lien avec leur diagnostic, par exemple, pour des troubles anxieux, des troubles d'humeur, des troubles de personnalité? Donc, dans le fond, la question étant, est-ce que la commission fait quelque chose à ce sujet en lien avec les tests de personnalité? La question, elle est complexe. Je ne vais pas trop m'avancer. Une chose, par rapport au droit même, par rapport à la charte, les organismes, les organisations, les entreprises ont une obligation d'accommodement raisonnable. Vous voyez, donc jusqu'à ce qu'il y ait une contrainte excessive. Mais tout autant qu'il n'y a pas cette contrainte excessive, et il y a des critères bien précis pour déterminer qu'est-ce qu'une contrainte excessive, les organismes, les entreprises, les organisations ont une obligation légale d'accommoder. OK, parfait. L'accommodement raisonnable qu'on appelle. Excellent. La prochaine question nous vient de Andrea Diaz, j'espère que je le prononce bien. Est-ce qu'une exigence raisonnable requise pour un emploi pourrait être le manque d'expérience québécoise? Plusieurs employeurs camouflent la discrimination, exemple, avec cette notion-là, sans même demander d'expérience
dans cette offre d'emploi initialement. Oui, mais effectivement, ça peut être un obstacle important, de demander, par exemple, à un nouveau arrivant, une nouvelle personne qui arrive et qui est dans sa phase d'intégration et d'installation, qu'on demande directement une expérience québécoise, bien, on vient tout de suite d'exclure la personne du processus. Et vous voyez, moi, je crois qu'il y a des manières de prendre en considération l'expérience globale de cette personne-là. Cette personne-là a eu une expérience dans son pays d'origine et voir comment on peut prendre en compte cette expérience-là et mettre en place probablement soit des mesures pour mieux adapter, par exemple, cette expérience-là, soit par un coaching en arrivant. Mais souvent, ça a été dans le contexte de la reconnaissance des diplômes et des titres étrangers et de l'expérience étrangère. Toutes les études démontrent que ça contribue à freiner l'accès à l'emploi à bien des populations immigrantes, là, notamment. Excellent. Une autre question de Sandra Tremblay qui dit qu'elle a eu un cas concret avec, un cas avec un candidat français dont le permis de travail n'était plus valide. Donc, j'imagine qu'il s'était rendu jusqu'au processus d'embauche du candidat en question. Se retrouve maintenant à trouver que c'est important de demander de vérifier si la personne est réellement apte à travailler au Québec. Comment est-ce qu'on peut obtenir l'information sans faire preuve de discrimination? Mais moi, je crois que c'est une question avant même d'appeler la personne en entrevue. Parce que les permis de travail, bon, il y a quand même des normes, c'est quand même un travailleur temporaire, c'est un statut particulier. Qui est régi notamment par le fédéral. Donc, il y a des normes et disons, un processus qui est déjà en place dans ce contexte-là. Donc, voilà, est-ce que demander le permis de travail, Quel type de questions, en fait, pourrait être posée pour justement ne pas être discriminatoire? Je pense que c'est un petit peu plus dans ce sens-là que sa question allait. Bien, c'est à savoir si, dans le cadre d'une entrevue, c'est le moment de poser cette question-là. Je ne crois pas que ça soit dans le cadre d'une entrevue spécifiquement. L'entrevue, c'est une étape très spécifique pour évaluer quoi? Compétences, l'expérience de la personne et si la personne rencontre les critères d'embauche. Donc, vous voyez, parce que j'imagine dans l'offre, en fait, l'appel de candidature, l'offre d'emploi, on ne mettra pas cet élément-là. Vous voyez? Donc, alors pourquoi poser la question en emploi? Je pense que c'est une question qui se règle à une autre étape de vérification. Vérification, effectivement. Mais dans l'entrevue, il faut vraiment s'en tenir à des questions qui touchent l'emploi et le poste. Il faut que ça soit vraiment lié au poste en tant que tel. Excellent. Donc, je vois toujours le temps qui continue d'avancer rapidement. On a débordé. Donc, je vais y aller avec une dernière question qui nous vient toujours de M. David Lessard-Gauvin. Donc, dans les entreprises syndiquées, que peut faire la Commission pour favoriser l'égalité et contrer la discrimination? Donc, est-ce que c'est la même chose que dans les entreprises non syndiquées? Est-ce que dans les milieux syndiqués, il y a moyen d'avoir justement une enquête indépendante, professionnelle et spécialisée, donc similaire à celle de la Commission, quant aux enjeux là, de discrimination et d'harcèlement discriminatoire là, dans l'organisation? Et là, on parle des organismes, juste le début de la question. Dans les entreprises syndiquées, cette fois-ci. Ah, d'accord, oui. Mais lorsqu'il y a, en fait, présence de syndicats, donc il y a arbitre de grief, la Commission n'a pas de compétences. Alors, les milieux syndiqués, quoique la Charte des droits et libertés s'applique. La Charte des droits et libertés s'applique toujours dans tous les milieux. D'accord?
Excellent. Bien, merci beaucoup. On va conclure l'activité sur cette dernière question qu'on vient de faire. Donc, j'en profite justement là, pour rappeler à nos participants que, en fait, pour informer nos participants que vous allez recevoir un sondage de satisfaction à la suite de l'activité lorsque vous vous déconnectez pour savoir votre niveau d'appréciation de l'activité. Donc, on vous encourage évidemment à y répondre. Les commentaires qu'on a récoltés tout au long de l'activité, les questions qui nous ont été adressées me laisse croire que nos participants ont réellement, tout comme moi, apprécié notre activité d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie de vous être prêtés au jeu, Madame Pierre. Et encore une fois, là, je vous remercie vraiment de nous avoir fait part de votre super expertise en matière là, de prévention, notamment de la discrimination et de la promotion de la diversité au sein de nos entreprises. Et je rappelle évidemment, là, encore une fois, que l'activité sera disponible via un lien, là, un courriel de repartage qui sera envoyé à l'ensemble des participants. Donc, si jamais vous voulez avoir accès à l'activité d'aujourd'hui, il y aura possibilité de le faire. Et donc, sur ce, je vous invite aussi là, à vous abonner aux pages pratiques RH de la FCCQ pour être informé justement des prochaines activités qui seront à venir et également recevoir aussi via nos communications les liens de rediffusion de nos activités. Donc voilà, sur ce, un grand merci de vous être prêté au jeu avec nous et en espérant pouvoir vous réinviter bientôt pour nous faire part encore de votre très, très belle expertise. Merci, ça a été un plaisir, puis je remercie vraiment les participantes et participants et les organisateurs qui m'ont invité à partager avec vous ces éléments de réflexion. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à vous. Au revoir.